ne s'est pas aussi bien passé. Le début de la journée d'hier a été marqué par cette entreprise de sabotage sur plusieurs lignes à grande vitesse. Au moment des départs de vacances, ce qui a affecté le quotidien d'à peu près 800 000 Français. Ceci dit, et très vite, parce que de manière coordonnée, vous nous le disiez Alexandra, la réponse des autorités, elle s'est voulue claire, efficace et ferme. On écoute le ministre des Transports, Patrice Vergretz. Nous avons déjà renforcé la surveillance du réseau, la sécurité du réseau en Île-de-France. Nous avons notamment mis 5 millions d'euros pour renforcer la sécurité. Le coût global de la sécurité et de la surveillance du réseau pour la SNCF chaque année, c'est 35 millions d'euros. Donc il y a déjà des mécanismes de surveillance. Ce que je vous ai expliqué, qu'on a mis en place depuis hier, c'est presque, j'ai envie de dire, une sursurveillance, puisqu'on mobilise des hélicoptères, des drones, etc. Ouais, oui. Il a un prédécesseur, cet homme, son prédécesseur au ministère des Transports, il était notre invité ce matin et lui, il apporte des éléments extrêmement précis sur ce qui a été fait en termes d'investissement, ce qui pourrait être fait et sur l'aspect aussi très préparé de ces actes de vandalisme. On écoute Clément Beaune. J'avais engagé comme ministre des Transports un plan de sécurisation, on l'a fait pour une centaine de points avec des caméras, des barrières anti-intrusion, mais il y a encore beaucoup de points qui sont malheureusement vulnérables. Et vous savez, c'est pas très difficile à réaliser techniquement comme attaque, il suffit malheureusement d'incendier des câbles, de sectionner des câbles. En revanche, c'est assez compliqué de savoir où frapper. Ce sont des points stratégiques, névralgiques, qui ont frappé le réseau TGV à peu près sur tous les grands axes qui ont été visés, touchés dans 3 cas sur 4. Et donc il faut une connaissance du réseau ferroviaire. L'enquête déterminera les auteurs, les complicités éventuelles, mais il faut une bonne connaissance, une bonne expertise. Voilà, il faut une bonne connaissance et une bonne expertise de la manière dont est configuré ce réseau français ferré. Il est large, il est déployé sur 28 à 30 000 km. Est-ce qu'on peut imaginer que 24 heures après, une quantité plutôt importante d'indices aient été récoltés sur les lieux, d'après ce qu'on en sait, généralement? D'après ce qu'on en sait, pas vraiment, parce que d'abord, on a eu des personnes, des équipes de saboteurs quand même très bien entraînées, capables de se coordonner, de planifier une opération au bon moment, d'arriver quand même sur site. Alors bien sûr, il y a une équipe qui a été au contact, mais on voit bien qu'aujourd'hui, les indices sont faibles. Ensuite, si on prend un petit peu les actions terroristes aujourd'hui, et du terrorisme, moi, parce que moi, je n'appelle pas ça du vandalisme à ce niveau-là, même s'il n'y a pas de mort d'homme, on est quand même dans une situation où finalement on a des personnes extrêmement prudentes. Et si jamais c'était l'extrême gauche, par exemple, à titre d'exemple, mais ça veut pas dire que ce soit eux, on est quand même dans une situation où ils ont appris à se méfier de tout ce qui est smartphone, tout ce qui est indice de tel type ou de tel type, et qui finalement ne laisse pas de traces. Et quand on parle de difficultés peut-être pour identifier les auteurs, il n'y aura peut-être pas beaucoup de traces, et surtout s'il n'y a pas de revendication. Parce que pour l'instant, on n'a pas de revendication. Et puis, autre chose quand même, maintenant, il y a quand même, à mon avis, une piste intéressante, et je pense que les enquêteurs vont s'y mettre, mais je ne suis pas à leur place, c'est quand même la capacité à identifier le bon endroit à frapper, mais aussi comment frapper. Ça veut dire aussi des compétences techniques qu'on ne trouve pas n'importe où. N'importe quel d'entre nous ne serait pas capable d'aller couper le bon câble. Ouais. C'est une réalité. Donc je pense que ça a aussi orienté le travail des enquêteurs, qui est aussi un travail de longue haleine, parce que ça ne veut pas dire il va falloir quand même filtrer pas mal de CV, oserais-je dire, pour savoir exactement qui a pu faire ça. Mais donc on est, à mon avis, sauf une erreur de ceux qui ont monté ça, mais personnellement je ne vois pas ces 4 équipes qui ont monté ces attaques, avoir fait des erreurs à la date d'aujourd'hui. Donc maintenant, on va voir ce que vont retirer les enquêteurs, mais pour l'instant, je pense toujours à cet attentat ou cette attaque du janvier 2023, où quand même, il y a eu à peu près la même situation. Pardon ? En pleine réforme des retraites. Réforme des retraites, où il y a eu quand même un sabotage bien avéré, bien fait. On n'a toujours pas de coupable. Ce qui veut dire que j'ai le sentiment quand même que c'était peut-être une répétition, pour voir si on pouvait faire plus. Parce que quand même, il y a un lien qu'on peut faire entre les deux, quand même, sur la méthode qui a été utilisée, et puis la technicité que ces attaques ont imposée. On va essayer de rembobiner même un peu plus proche de nous, finalement, cette pelote ou ce fil que l'on tire, ou en tout cas, on fait un petit aller-retour dans le temps avec Marseille. Mais vous vous souvenez, Alexandra Guillet, lorsque la flamme est arrivée à Marseille, là aussi, il y a eu une tentative, il y a des auteurs dont on ne sait pas exactement qui ils sont. On ne sait pas faire les connexions à ce stade, l'enquête est en cours, il n'y a pas d'interpellation, mais c'est vrai que
a posteriori, quand on pense à ce qui s'est passé hier, le 8 mai dernier, jour d'arrivée effectivement de la flamme dans le port de Marseille, le matin, il y avait des éléments d'engins incendiaires qui avaient été retrouvés le long de la ligne Aix-Marseille. Ouais. C'est le parquet de Marseille qui a récupéré cette enquête, pour l'instant, qui est toujours en cours. On ne sait pas s'il y a une corrélation ou pas à ce stade avec cette arrivée du relais de la flamme. Après, c'est vrai que quand on voit qu'aujourd'hui, enfin hier plus précisément, jour de cérémonie, il y a des actes de malveillance simultanés un peu similaires finalement, même si là, en l'occurrence, rien n'avait été déclenché, rien n'avait été abîmé, qui ont eu lieu hier. Évidemment, on peut se demander si il n'y a pas d'autres actes qui ont pu éventuellement avoir lieu. C'est les enquêtes qui le détermineront. En tout cas, là, ce qui est très intéressant dans le cas présent, c'est que cette fois-ci, c'est le parquet de Paris qui s'est saisi et qui s'est saisi de l'ensemble des faits, comme ils ont été simultanés et de toute évidence coordonnés, et que c'était aussi, semble-t-il, clairement pas des amateurs, puisque c'était des endroits très ciblés qui visaient des postes d'aiguillage. Donc ça permettait de maximiser le trouble à la circulation sur les voies ferrées ce jour-là. Et l'enquête a été ouverte pour détérioration de biens de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. C'est rarissime comme qualificatif, c'est considéré comme un crime pour lequel on encourt au moins jusqu'à 15 ans de prison, et c'est un crime sur lequel le parquet de Paris a compétence exclusive. Donc c'est assez intéressant, et ça montre le degré de sérieux pris par les autorités judiciaires concernant ce qui s'est passé hier. Et on ajoutera à cela que parmi les services enquêteurs, il y a notamment la SDAT, la sous-direction antiterroriste, qui a été saisie. Alors attention, pas le parquet antiterroriste, mais la sous-direction antiterroriste quand même, pour aller regarder de près ce qui se passe. Les intérêts vitaux de la nation qui étaient visés, on va écouter justement le ministre de l'Intérieur qui s'est exprimé également, donc, parce qu'il a été questionné donc, sur cette attaque massive dont a été victime la SNCF. Alors, on ne sait pas si effectivement les connexions sont faites, mais lui, il dit qu'un certain nombre d'actes de malveillance ont été commis et déjoués. On l'écoute. Il y a déjà eu des attaques sur le réseau SNCF ou sur des pylônes d'électricité ou des pylônes de télécommunications. On en a déjoué quelques-unes dans les jours précédents, mais c'est sûr que notre objectif premier était la cérémonie d'ouverture. Pas d'attaque terroriste, ça c'est réussi. On regardera ce qui s'est passé et qui est responsable. Soit c'est interne, soit c'est effectivement commandé de l'extérieur. C'est beaucoup trop tôt pour le dire. Ouais, ce sont les intérêts fondamentaux, me rappelle le général François Chauvency, qui étaient visés ou qui peuvent être visés dans ces cas-là, et non des intérêts vitaux fondamentaux. Donc ça concerne la possibilité de circuler sur le territoire, mais c'est pas inutile de le rappeler. Et vitaux, ça concerne tout le parc nucléaire notamment qui est en jeu, mais qui peut également peut-être faire l'objet de menaces et qui doit être étroitement surveillé. Je vous rends la parole. Oui, tout à fait. De toute façon, je crois que ce que nous montrent ces attaques sur le réseau ferroviaire peut s'appliquer à d'autres systèmes de notre fonctionnement national. Nous avons des vulnérabilités. Alors, les centrales nucléaires sont particulièrement protégées, de toute façon. C'est une réalité. Mais rappelons-nous quand même, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, ces drones ou ces intrusions de Greenpeace dans les centrales nucléaires, il ne faut quand même pas l'oublier, malgré tout ce qu'on dit en termes de sécurité. Donc, il y a un moment donné, on voit bien que nous avons des vulnérabilités. Peut-être qu'on n'a pas forcément toutes les lois adaptées ou la volonté d'appliquer les lois d'une manière suffisamment sévère pour dissuader ces tentatives finalement de déstabilisation de notre fonctionnement. Et puis quand même, revenons aux voies ferrées, 28 000, 30 000 kilomètres de voies, très difficiles à surveiller, bien entendu. Il va bien falloir relancer finalement le plan d'action lancé par Clément Beaune pour que effectivement tous les points sensibles soient effectivement protégés. Alors non pas comme on nous l'a dit tout à l'heure, en disant que oui, il y a des signaux d'alerte dès qu'il y a une attaque portée sur l'un des centres vitaux dont on vient de parler. Mais c'est aussi être capable d'intervenir, parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'être prévenu, il faut aussi protéger, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Est-ce que nous avons bien assuré la protection de tous ces endroits particulièrement sensibles ? Il ne suffit pas effectivement d'être alerté, il faut pouvoir agir et protéger. Et je pense que peut-être c'est le bon suivant, et que dans le monde moderne que nous avons, dans les sociétés modernes que nous avons, avec finalement une complexité de tout ce qu'il y a à gérer, il va falloir peut-être revoir notre système de sécurité intérieure, alors non pas en termes de sécurité de police, mais sécurité générale. Mais vous avez un livre blanc qui en a parlé en 2013, avec ces centres
centre d'opération enfin, le nom, je ne l'ai pas retenu, un nom où effectivement, même les entreprises ont une responsabilité de la protection d'une partie de leurs enceintes. Et ben, je crois que toute cette sensibilisation de notre société, quels qu'en soient les acteurs, devra être prolongée parce qu'on vient de parler effectivement d'un grand événement sportif, mais on a parlé de guerre hybride aujourd'hui, on a parlé de la Russie, on a parlé d'autres États. Aujourd'hui, la guerre hybride, une attaque sur une voie ferrée ou sur une centrale nucléaire civile, c'est une manière hybride de faire la guerre. Il va bien falloir sensibiliser différents acteurs de la société civile face à ces menaces potentielles, parce que plus on sera sensibilisé, moins on aura de risques que ces attaques réussissent. Alors c'est intéressant, vous soulevez plusieurs mots, le mot guerre hybride, le mot Russie. Je vous propose d'écouter, avant de vous interroger, Renaud Girard, l'ancien ministre des Transports, celui de Nicolas Sarkozy, donc on remonte encore un peu plus loin dans le temps. Lui, il connaît évidemment le réseau SNCF et ses enjeux sécuritaires comme le fond de sa poche, si je puis dire, et il a un avis assez précis sur qui peut être derrière ces attaques malveillantes. C'est pas une petite équipe de gauchistes ou d'anarchistes locales qui peut faire ça. Ça peut être une puissance étrangère qui veut nuire à la France, avec toutes les hypothèses possibles sur les puissances étrangères qui peuvent nuire à la France. Voilà, tout est possible. Bon, question simple. Une puissance étrangère qui est capable de manœuvrer avec une telle facilité, c'est qui, Renaud Girard, pour vous? Alors, ça serait... En étant prudent. Ce serait des puissances étrangères qui auraient des services secrets extrêmement bien articulés, avec beaucoup d'agents parlant français, pouvant comme des poissons dans l'eau dans la société française. Il n'y en a pas tant que ça. Dominique Bussereau exclut des groupes de l'ultra-gauche qui ont été quand même capables d'assassiner le président de Renault en plein Paris, etc. Enfin, ils ont quand même été capables de... vous parliez avant... Peu de base. Voilà, des attentats, alors ça remonte à beaucoup plus, mais des attentats contre les présidents de la République, etc. Donc, est-ce qu'un État étranger prendrait le risque d'envoyer alors, vous me direz, la Russie, elle a envoyé des agents en Angleterre, mais c'était pour tuer ce qu'elle appelait des traîtres, si vous voulez. Mais là, pour carrément s'attaquer aux fonctions vitales d'un pays, ça serait un risque quand même considérable que je crois qu'il n'a pas été pris. Moi, je privilégie plutôt des groupes, de l'ultra-gauche, coordonnés entre eux, intelligents, qui comprennent comment ça marche et qui ont décidé de se faire remarquer. On peut regretter peut-être parce que c'est très bien de défendre et de protéger, mais effectivement, comme vous l'avez dit, on ne peut pas protéger 30 000 kilomètres de voies. Il faudrait peut-être passer à l'offensive, si vous voulez. Et l'offensive, c'est quoi? Eh bien, dans la police, l'offensive, c'est l'infiltration de ces mouvements. Et je regrette personnellement qu'on ait supprimé une direction de police qui existait depuis très longtemps et qui faisait quand même un bon boulot quand j'étais stagiaire en préfecture et je faisais des fonctions, j'occupais de directeur de cabinet du préfet, c'était il y a très longtemps, on avait recours à ce qu'on appelait les renseignements généraux. Et c'était très utile, en fait. Et si vous dites que vous avez des menaces, comme l'a dit le président de la République, des menaces terroristes très importantes, des menaces qui sont quand même intérieures, hein. On n'est pas attaqué par des bombardiers nucléaires, on n'est pas attaqué par des chars, on n'est pas attaqué par des croiseurs de bataille qui bombardent les côtes françaises. C'est des menaces de l'intérieur. Eh bien, il faut pas se contenter seulement de protéger, il faut passer à l'offensive, et ça, c'est l'infiltration. Et donc, ça peut être fait par, évidemment, ce qu'on appelait la DST autrefois, le contre-espionnage, mais aussi, je crois, par la police, avec le rétablissement de quelque chose qui ressemblerait aux renseignements généraux pour pouvoir infiltrer ces mouvements malfaisants. Alors ça serait la presse, ce sont les préconisations de Renaud Girard, mais Claude Blanche-Maison, je vous pose la question. Encore une fois, je reviens sur les propos de Dominique Bussereau. Lui, il y voit l'ingérence d'une puissance étrangère capable d'organiser quelque chose de cet ordre-là. Ce qui est exclu par Renaud Girard, c'est l'idée que... lui, vous privilégiez plutôt que l'idée que l'ultra-gauche pourrait être à la manœuvre. En tout cas, il y a une forme de signature. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait un service hostile à la France qui serait capable
de faire une opération de ce type. On a vu que les Russes, par exemple, ont fait des actions hostiles pour éliminer notamment en Bretagne. ce qu'ils appelaient des traîtres, c'est-à-dire des agents des services russes qui étaient passés de l'autre côté en Angleterre. Ils se sont tous fait avoir, alors que la mission était beaucoup plus simple, si vous voulez. Donc je ne crois pas, par exemple, qu'un service étranger tel que le service russe, et je ne vois pas d'autres, ou chinois, mais les Chinois posons la question justement à Claude Maison, seraient capables de faire quelque chose comme ça. Votre point de vue? Deux remarques. La première, c'est qu'il faut regarder comment ces fils, qui sont essentiellement d'ailleurs des câbles optiques, sont vulnérables, puisqu'ils sont dans des fossés, dans des goulottes, comme disent les architectes, en béton, et que tous ces fils passent dans ces goulottes qui sont pratiquement à ciel ouvert. Alors on met dessus un couvercle qui est un couvercle en béton. Donc c'est très facile d'enlever le couvercle et d'accéder à ces fils. Il y a très longtemps, la France a enterré tous ces fils télégraphiques et téléphoniques, et on a supprimé les poteaux téléphoniques et télégraphiques que les Bretons faisaient sauter de temps en temps parce qu'ils voulaient l'indépendance de la Bretagne. Ce que je veux dire, c'est que ces fils-là ne sont pas protégés du tout. Alors, ils sont bien entendu protégés par le grillage qui protège les lignes TGV, puisqu'ils sont à l'intérieur du grillage, mais c'est très peu de choses. Un grillage peut être cisaillé comme rien du tout. Et puis, pour finir, mais c'est un peu impertinent, pardonnez-moi, j'ai vu un dessin humoristique hier, qui était un dessin représentant le président Poutine, qui appelait au téléphone son chef de cabinet et qui disait « Pour les trains, c'est fait, maintenant envoyez la flotte ». La pluie.